la une de l'actualité, au Burkina Faso, l'avant-projet de la nouvelle constitution présentée limite à 2 dans le temps le nombre de mandats présidentiels, que ce soit de façon continue ou discontinue. Au Nigeria, un attentat suicide imputé au groupe djihadiste Boko Haram a fait au moins 6 morts et 13 blessés ce jeudi. Et puis nous aurons dans cette édition les explications de l'avocat de l'écrivain camerounais Patrice Nganang, relâché et expulsé du Cameroun. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue. Au Libéria, la légende africaine du football et sénateur George Weah a largement remporté le second tour de l'élection présidentielle du mardi dernier. Il est désormais sûr de succéder à Ellen Johnson Sirleaf avec 61,5% des suffrages obtenus contre 38,5% pour son adversaire, le vice-président Joseph Boakai, selon une annonce de la commission électorale. L'ex-star du foot et sénateur George Weah a remporté 61,5% des voix lors du second tour de l'élection présidentielle du mardi dernier au Libéria, contre 38,5% au vice-président sortant Joseph Boakai. Ces chiffres ont été annoncés par la Commission électorale nationale après dépouillement de 98,1% des suffrages. Les pourcentages généraux vont à la CDC de George Weah, 61,5% pour la CDC et 38,5% pour le Parti Unité. Nous allons rapporter les résultats finaux, j'espère demain, monsieur le commissaire. Demain. L'émotion était au rendez-vous. Cette ampleur que George Weah est apparu devant des milliers de sympathisants réunis jeudi à Monrovia après l'annonce de sa victoire à la présidentielle. Explosion de joie, chants, danses. À peine la victoire annoncée, les rues de la capitale Monrovia ont été envahies de supporters enthousiastes de l'ex-gloire du foot, désormais président élu du Libéria. Je remercie Dieu et je sais que Dieu le dirigera. Dieu lui donnera la sagesse et les connaissances et Dieu le guidera et le protégera. Je dis à Dieu, merci beaucoup. Maintenant, je suis très enthousiaste. Je suis empli de joie parce qu'on a fait l'histoire. L'ambassadeur Weah, le véritable fils de notre sol, l'homme qui est aimé du peuple libérien, vient d'être désigné président élu du Libéria. Donc je suis vraiment heureux. Ici, c'est la première fois, je peux dire, dans l'histoire du pays que quelque chose lui est rendu. Il s'est battu pour la présidence et cet effort n'a pas été vain. On a été dans les jungles, les ghettos, les villages, on a dormi sur des tapis de paille parce qu'on voulait réécrire l'histoire. Parce que ce jeune homme qui vient d'un quartier pauvre a déjoué les pronostics et a connu le succès. Il est une grande inspiration pour nous, les jeunes de cette nation. Attaquant star de Monaco, du Paris Saint-Germain et du Milan AC dans les années 1990, George Weah doit succéder le 22 janvier prochain à Ellen Johnson Sirleaf, marquant ainsi la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays. On reste au Libéria où l'Union européenne déclare que les élections ont été tenues en accord avec la constitution du pays. La mission d'observation a fait cette annonce lors d'une conférence de presse qui s'est tenue avant l'annonce des résultats préliminaires du scrutin. Je vous propose de suivre Maria Arena, dirigeante de la mission d'observation de l'Union européenne au Libéria. Il est tout de même important d'avoir à l'esprit tout le processus électoral. Car vous savez qu'en l'absence d'un bon processus, il est difficile d'accepter les résultats définitifs d'une élection.
Nous pouvons dire que le processus que nous avons pu observer a largement respecté les normes constitutionnelles libériennes et l'engagement international pour la conduite des élections démocratiques. Ils peuvent encore faire l'objet d'améliorations qui seront traduites dans la recommandation, dans le rapport final, quand tous les processus électoraux seront achevés. Au Burkina Faso, l'avant-projet de la nouvelle constitution doit donner naissance à un régime semi-présidentiel avec une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, que ce soit de façon continue ou discontinue. Le dit projet avait été promis par le président Roch Marc Christian Kaboré lors de la campagne pour son élection. Cette nouvelle constitution mettra fin à la 5e République actuellement en vigueur qui date de 1991, instaurée par l'ancien président Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir par un putsch en 1987. Présenté par le rapporteur général de la Commission constitutionnelle, l'avant-projet de la nouvelle constitution comporte des innovations majeures. Se déclinant en 200 articles, la constitution révisée consacre une 5e République dans laquelle les droits des populations sont affirmés. La nature du régime préconisé dans cette constitution est le semi-présidentiel. Autre innovation proposée, le Conseil constitutionnel change de dénomination pour devenir la Cour constitutionnelle, une institution qui va désormais exercer un contrôle sur la justice militaire. La nouvelle constitution rend également imprescriptibles les crimes économiques. Elle prévoit aussi qu'en cas de haute trahison, le président peut être destitué par une procédure devant la Cour constitutionnelle. Le projet de constitution, nouvelle version qui a coûté 415 millions de francs CFA, n'attend plus qu'à être adopté. Il sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale ou au peuple par le président du Burkina Faso par voie référendaire. Pour rappel, le président Roch Marc Christian Kaboré avait promis une nouvelle constitution lors de la campagne électorale de 2015. Au Zimbabwe, l'ancien chef de l'armée Constantino Chiwenga, qui a dirigé le coup de force, qui a mis fin en novembre dernier à 37 ans de règne du président Robert Mugabe, a officiellement accédé ce jeudi à l'une des 2 vice-présidences du pays. Il devient ainsi la 2e personnalité du pays après le président Emmerson Mnangagwa, qui reste au pouvoir jusqu'aux élections générales de 2018. Le général à la retraite Constantino Chiwenga a prêté serment lors d'une cérémonie à la présidence à Harare, jurant d'observer, faire respecter et défendre la Constitution. Cette consécration intervient un peu plus d'1 mois après avoir dirigé le coup de force qui a obligé le président Robert Mugabe à démissionner. Un second vice-président, Kembo Moadi, l'ancien ministre de la Sécurité intérieure sous Robert Mugabe, a également prêté serment jeudi. Moadi et Chiwenga avaient été nommés la semaine dernière vice-président du parti au pouvoir, la ZANU-PF, des nominations qui leur ont permis d'accéder désormais à la vice-présidence du pays. Emmerson Mnangagwa, depuis sa prise de fonction, a déjà nommé plusieurs généraux au gouvernement et à l'état-major de la ZANU-PF. L'ancien chef des forces armées, Perence Shiri, est devenu ministre de l'Agriculture et un autre général, Sibusiso Moyo, ministre des Affaires étrangères. Candidat de la ZANU-PF à la présidentielle de 2018, Mnangagwa a promis des élections libres et justes, mais ses critiques en doutent, rappelant qu'il avait été l'un des exécuteurs de la répression pendant l'ère Mugabe. Dans l'est de la République démocratique du Congo, de violents affrontements ont opposé ce jeudi l'armée et des miliciens Maïmaï. Les combats ont eu lieu précisément dans la ville stratégique de Kasindi, où se trouve l'un des principaux postes douaniers de l'est du pays qui enregistre un important flux des marchandises en provenance de l'Ouganda. Selon l'armée, au moins 7 personnes ont été tuées, dont un militaire et 6 miliciens Maïmaï. De la République démocratique du Congo, rendons-nous au Nigeria où au moins 6 personnes ont été tuées ce jeudi dans un attentat suicide imputé au groupe djihadiste Boko Haram. L'attentat s'est produit dans une petite ville reculée de l'État du Borno. Se faisant passer pour un vendeur de grains dans le marché d'Amaroua, un bourg à 20 km de Maiduguri, un kamikaze s'est fait exploser ce jeudi au milieu de la foule. Selon l'un des responsables locaux de la milice civile qui combat Boko Haram aux côtés de l'armée, 6 personnes sont mortes sur les lieux et 13 blessés graves ont été emmenés à l'hôpital.
Le kamikaze avait dissimulé son engin explosif dans un sac en plastique noir, proposant aux commerçants de leur vendre des stocks de grains. C'était la mi-journée quand la bombe a explosé dans notre village et tué 6 personnes et blessé une dizaine qui sont actuellement hospitalisés. Nous demandons au général des armées, s'il vous plaît, renvoyez le tank de l'armée dans notre village où il était pour que notre population soit protégée et qu'elle puisse continuer ses activités de commerce. Ces derniers mois, les attaques contre les villages et les bases militaires ainsi que les attentats suicides ont augmenté. En août dernier, des insurgés ont tué 4 personnes et ont mis le feu aux habitations. En mai dernier, ils avaient également tué 6 fermiers. Restons dans ce même registre. Au Mali, 3 soldats ont été tués ce jeudi dans une explosion de mine dans le centre du pays. L'annonce a été faite par l'armée malienne qui parle également de blessés sans plus de précision. Les éléments des forces armées maliennes ont été victimes de cette explosion de mine dans le traque des terroristes. Reportage. L'incident s'est produit jeudi dans le secteur de Boulkessi à Mopti, dans le centre du Mali, à la frontière avec le Burkina Faso. 3 soldats des forces armées maliennes ont été victimes d'une explosion de mine durant la traque des terroristes qui ont pris le contrôle de cette zone depuis 2012. Selon l'armée malienne qui a fait l'annonce sur son site officiel sans donner plus de précision, le bilan est de 3 morts, on compte également des blessés. Toujours dans le centre du pays, l'armée malienne avait déjà perdu le 21 décembre dernier un militaire en repoussant une attaque près de Niono. Attaque au cours de laquelle 5 djihadistes ont été tués. Des zones entières du Mali échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et des casques bleus, régulièrement visées par des attaques malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Depuis 2015, ces attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène gagne les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. Pour finir, je le disais en titre, au Cameroun, après 3 semaines de détention, l'homme de lettres Patrice Nganang, poursuivi pour un post sur Facebook dans lequel il menaçait de mort le président Paul Biya, a été libéré ce mercredi. L'écrivain a par la suite été conduit par des policiers cagoulés et lourdement armés à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, d'où il a été expulsé vers les États-Unis. Son avocat nous livre ici au micro de notre correspondant Narcisse Oum quelques détails de ce procès qualifié par certains Camerounais de procès marathon. Ce matin, M. Nganang a été traité le matin à 7h30. Il est arrivé au tribunal un peu avant 8h. Et c'est le président du tribunal de première instance lui-même en personne qui est venu présider l'audience en lieu et place des juges habituels. Le banc du ministère public dont je parquet était occupé par le procureur Meka lui-même, procureur de première instance à Yaoundé, centre administratif. Il était assisté par M. Ndanga, qui est avocat général. Et M. Ndanga avait donc pour rôle, au nom du procureur général, de venir remettre au président l'autorisation formelle d'arrêt des poursuites et également de plaider oralement pour soutenir cette autorisation d'arrêt des poursuites. Et le président du tribunal a pris acte de l'arrêt des poursuites, a donné main levée du mandat d'arrêt, du mandat de détention provisoire décerné contre M. Nganang. Et cela a pour conséquence que dès qu'il a dit cela, M. Nganang est un homme libre. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.